Aujourd'hui, l'IA code mieux que 80% des développeurs. GitHub Copilot écrit déjà 46% du code de chez Microsoft et apparemment ce chiffre monte 61% sur leur projet Java. Si tu continues à te définir uniquement par tes lignes de code, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de reprendre les études à 30 ans et de me lancer dans un master de business. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer d'un développeur random qui pisse du code, pour parler crûment, à un stratège tech irremplaçable. Si t'es développeur ou ingénieur logiciel avec entre 3 à 10 ans d'expérience, que tu sens l'IA te murmurer à l'oreille que ton temps est compté et que tu te demandes comment évoluer sans abandonner ta carrière dans la tech, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te révéler les 3 compétences exactes qui m'ont fait passer de comment je code ça à quel est mon impact business. Et en gros, comment tu peux faire cette transition entre 6 à 24 mois. Depuis que j'ai commencé mon MBA, ma façon de voir les projets tech a un peu changé. Je ne suis plus celui qui attend que les specs tombent du sacro-saint product manager. Je suis celui qui challenge les décisions stratégiques. Et les profils comme ça, en général, ils gagnent 2 à 3 fois plus avec un salaire moyen à 162 000 $ aux États-Unis dans la tech. Dans les 12 prochaines minutes, tu vas comprendre exactement pourquoi l'IA est ta plus grande opportunité en tant que développeur. Tu es développeur, tu codes depuis des années, tu as survécu aux changements de framework, aux nouvelles méthodologies, aux buzzwords qui vont et qui viennent, tu te sens compétent et solide. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée de l'IA, c'est un peu différent. 84% des développeurs utilisent maintenant des outils IA pour dev, tout simplement. 84%. Ce n'est plus une niche, ce n'est plus les early adopters, c'est la nouvelle norme de l'industrie. Et voilà le problème. L'IA code 55% plus vite que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est GitHub, avec des études contrôlées sur des milliers de développeurs. 55% plus vite, donc, sur les mêmes tâches, sans pause café, sans réunion, sans fatiguer, tant que vous avez l'argent pour payer vos tokens Cloud Code. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Selon des études canadiennes, 60% des emplois tech sont exposés à une transformation IA. Et attention, je ne parle pas de destruction, je parle de transformation. Mais si tu n'évolues pas avec le marché, tu sais ce qui va se passer. Donc la question, c'est plus si tu seras impacté, c'est comment tu vas réagir. Je vais te montrer dans quelques minutes pourquoi certaines technos sont plus impactées que d'autres, pourquoi les devs Cobalt, oui Cobalt, gagnent plus que les seniors React, par exemple, et ça va te faire réfléchir. Bon, maintenant, creusons le vrai problème, parce que ce n'est pas juste une question de rapidité de code, de développement. McKinsey, par exemple, estime que plus de 30% des heures travaillées en Europe et aux États-Unis pourraient être automatisées par de l'IA. 30%, pas rien. C'est presque un tiers de ton temps de travail actuel. Et devine quoi, le code pur, écrire des lignes de code, c'est en première ligne de cette automatisation à grande échelle. Tu penses peut-être que maîtriser React, Python ou le dernier framework à la mode va te protéger, mais laisse-moi te parler du paradoxe de COBOL. Les devs COBOL, un langage créé en 1959, gagnent entre 40 et 60 000 euros par an. Les seniors React, en France du moins, entre 45 et 54 000 euros. Pourquoi? Parce que les devs COBOL ont quelque chose que l'IA ne peut pas répliquer. Ils comprennent le contexte business des systèmes bancaires critiques. Ils sont rares, donc ils sont irremplaçables. Et voici ce qui devrait vraiment t'interpeller. Les entreprises exposées à l'IA ont une croissance de leur chiffre d'affaires par employé 3 fois supérieure aux autres. Elles cherchent des profils qui comprennent ça, en fait, qui peuvent naviguer entre la tech et le business. Ce dont tu as besoin, c'est de devenir irremplaçable sur ce que l'IA ne peut pas faire. Ok, on a posé le problème, maintenant parlons de solution. Il existe un profil que les entreprises s'arrachent, un profil rare, un profil qui combine expertise technique et vision business. Je les appelle les stratèges tech, les profils un peu hybrides. Et ces profils, ils ont automatiquement une augmentation de salaire par rapport à leurs collègues. 100% d'entre eux, pas 80, 90, non, 100%. Et ils ont une augmentation en moyenne de 31%. Mais tu me diras, comment passer de l'autre côté quand tu n'as fait que du code de toute ta carrière? C'est exactement la question que je me suis posée et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un MBA. Mon déclic, un jour en réunion, j'ai réalisé que j'étais toujours celui qui pensait code en premier, genre comment on va coder ça? Jamais celui qui demande quel impact business ça va avoir. J'étais un très très bon exécutant, mais un exécutant quand même. Alors j'ai décidé de changer. Pas d'abandonner la tech, parce que je kiffe quand même bien ça, mais d'y ajouter une couche business, une couche stratégique. Et je vais te montrer les 3 piliers de cette transformation. Tu n'as pas forcément besoin de faire un MBA, qu'on
soit clair, mais tu as besoin de ces 3 compétences clés. Compétence numéro 1, parler le langage du business. Voilà la question magique, celle qui change tout, celle qui te fait passer d'un développeur à stratège en une seule phrase. Quel problème business on essaie de résoudre? C'est tout. 7 mots. Mais ces 7 mots changent complètement la dynamique. Quand tu poses cette question, tu montres que tu ne te contentes pas d'exécuter. Tu montres que tu cherches à comprendre le pourquoi avant le comment. Et ensuite, tu me diras, tu dois apprendre à traduire ton travail technique en valeur business. Temps de développement, au final, pour l'entreprise, ça reste un coût. Au lieu de dire on a besoin de 3 semaines pour faire cette refacto, dis plutôt cette refacto va nous faire économiser 2 mois de maintenance par an. Au moins là tout de suite, c'est clair. Tu veux améliorer la performance de ta plateforme, c'est de la conversion au final. On dit plutôt j'ai réduit le temps de chargement de 2 secondes, ce qui augmente notre conversion de 7% selon nos benchmarks. Tu veux résorber ta dette technique, au final c'est du risque, que ça prenne plus de temps, etc. etc. Dis plutôt, si on ne traite pas ça maintenant, on risque 3 jours d'indisponibilité sur notre période de Black Friday, admettons. Ce qui va faire perdre X milliers d'euros. Depuis récemment, je commence à analyser chaque feature en termes de profit and loss. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quel est le ROI attendu? Et cette simple question, quel problème business on essaie de résoudre, m'a fait passer de celui qui prend des notes à celui qu'on consulte pour résoudre ses problèmes. Compétence numéro 2, influencer sur les décisions stratégiques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu peux comprendre le business, tu peux parler le langage de ton CEO, mais si tu restes réactif, si tu attends qu'on te dise quoi faire, tu restes un exécutant, juste un exécutant mieux payé. Le vrai pouvoir, en fait, c'est de façonner les décisions avant qu'elles ne soient prises. Laisse-moi te donner un framework simple, 4 petites étapes à mettre en place. Première étape, le problème. Identifie clairement le problème business qu'il cherche à résoudre. Deuxième étape, les options. Présente 2 à 3 solutions techniques possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients. Troisième étape, la recommandation. Donne ton avis. Je recommande l'option B parce que blablabla. Et enfin, la 4e étape, l'impact attendu. Quantifie les choses. Cette approche devrait réduire nos coûts d'infrastructure de 40%. Laisse-moi te donner un exemple de comment j'ai pu utiliser ce framework-là auparavant. En gros, on était sur un projet de refonte qui devait durer à peu près 6 mois. L'équipe, elle était lancée, les specs étaient écrites, tout était planifié. En analysant les métriques business, j'ai réalisé qu'on résolvait le mauvais problème. On essayait d'optimiser une feature que 8% de nos utilisateurs utilisaient, alors qu'on ignorait un gros bottleneck qui affectait 60% du parcours client. Donc en gros, j'ai demandé un petit 30 minutes de réunion, j'ai présenté le problème, les options, ma recommandation et l'impact attendu. Et on a pivoté le projet en 30 minutes. C'est ça en fait, influencer les décisions stratégiques. Et c'est ce qui justifie les salaires mirobolants, quoi. Mais il y a une 3e compétence, et sans elle, les 2 premières ne servent à rien. Compétence numéro 3, utiliser l'IA comme levier, pas comme une menace. Et là, je vais être transparent avec toi, cette transformation, c'est pas facile, ça demande un vrai investissement. Le premier piège, en fait, c'est d'utiliser l'IA uniquement pour coder plus vite. Oui, Copilot, Cloud Code, ça va te faire gagner du temps. Mais si tu ne fais que coder plus vite, tu restes un codeur, un programmeur. Un codeur augmenté avec de l'IA, certes, mais un codeur quand même. Le vrai game changer, c'est plutôt d'utiliser l'IA pour réfléchir mieux, pas juste exécuter plus vite. T'as besoin de faire un brainstorming stratégique. J'utilise Claude pour mieux challenger mes idées, les pour, les contre, et m'aider à mieux les présenter à d'autres gens après. Tu as besoin de faire une analyse de marché. En gros, moi, je fais synthétiser des rapports pour identifier des opportunités. Tu peux utiliser l'IA dans d'autres cas. Tu as besoin de faire une analyse de marché pour faire des rapports et identifier des opportunités. Ça le fait très bien. Tu as besoin de créer un simulateur de décision pour modéliser différents scénarios business grâce à l'IA. Ça marche très bien aussi. Mais voilà le truc que personne ne te dit. En gros, il faut en moyenne 11 semaines pour vraiment maîtriser tous ces outils-là, pour être confortable au niveau de son workflow de travail. 11 semaines de pratique délibérée. Et la plupart des gens, ils abandonnent avant. Ils essaient en général 2-3 semaines l'IA en dehors que pour écrire du code. Ils se disent, vas-y, ils voient pas de résultat, ils laissent tomber. Le truc, c'est que ceux qui persistent, ceux qui traversent ces 11 semaines-là, deviennent, on va dire, les 10x ingénieurs de demain, quoi. Pas des victimes de l'automatisation avec de l'IA, mais des vrais démultiplicateurs de performance. Ok, maintenant tu sais quoi développer, mais comment tu fais concrètement? Entre ton job, ta vie perso et tout le reste, aller à la salle de sport, etc., il te manque un peu de temps. Voici un plan progressif qui peut très facilement s'intégrer dans ton quotidien de dev. En général, du mois 1 à 3, c'est un peu la phase d'observation. Commence à poser la question en réunion, quel problème business on essaie de résoudre? Observe les réactions, qui répond, comment,
qu'est-ce que ça révèle sur la culture de ton entreprise? Pas besoin de formation hors de prix, pas besoin d'investissement monstre, juste de l'observation active et des questions stratégiques au bon moment. Moi, 4 à 12, c'est la phase de formation ciblée. Comme je l'ai dit plus tôt, t'as pas besoin d'un MBA complet, hein. Ce qu'il te faut, c'est un petit cours de stratégie business, comprendre comment les entreprises pensent. Idéalement, comprendre un peu aussi la finance pour des non-financiers, quoi. Savoir ce que c'est que des pertes et profits, mettre le nez dans un bilan comptable, et voilà, t'as pas besoin de plus. Bon, maintenant, comment j'ai convaincu mon entreprise de financer mon MBA? C'est pas compliqué, c'est ma boîte, donc je fais ce que je veux. Mais, en gros, si vous êtes en CDI, dans un cadre un peu plus corporate, ou même en freelance, hein, d'ailleurs, dans un cadre chez un gros client, par exemple, vous pouvez mettre en avant ces 3 éléments. En premier, le ROI. Cette formation va me permettre de contribuer X % de plus sur des décisions produits, par exemple. Deuxièmement, l'application immédiate. Dès le premier mois, j'applique ce que j'apprends sur le projet XYZ. Et en troisième, l'engagement de partage. En gros, tu dis, je ferai un retour d'expérience à l'équipe chaque trimestre. Comme ça, en même temps, tu montres que tu veux faire monter en compétence les autres personnes de ta boîte. Bon, et maintenant, imagine-toi dans 12 à 24 mois. T'arrives en réunion, t'es plus celui qui attend qu'on lui donne les specs, t'es celui qui définit, en fait, les specs. Celui qu'on consulte avant les décisions importantes. Celui qui voit les projets tech comme des leviers business. Et du coup, l'IA, elle est plus ta menace en fait. C'est ton levier pour avoir plus d'impact. Tu l'utilises pour réfléchir plus vite, analyser plus profondément les choses et recommander avec plus de confiance. Et du coup, le salaire ou le TGM, il grimpe en flèche quoi. Alors, je te parle de ça, je suis loin de tout connaître. Je me forme encore sur la vente, etc. et j'en apprends encore tous les jours. Mais j'ai pu voir avec mes clients actuels que quand je commence à leur parler de retour sur investissement, etc., en fait, leur parler avec leur langage, ça les rassure de ouf. Et ils sont tout de suite beaucoup plus enclins à me filer des missions, en fait. Et vraiment, la demande, elle est là. Les entreprises cherchent désespérément en fait ces profils hybrides qui savent exécuter mais qui comprennent aussi leurs besoins. Et en faisant tout ça en fait t'es plus un développeur menacé par de l'IA, t'es un stratège tech irremplaçable en fait. Bon voilà, j'ai fait cette vidéo pour expliquer un peu mon avis par rapport à l'IA qui va remplacer les développeurs. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux. Laisse un petit like, abonne-toi. Je documente ma transformation en temps réel et je partage tout ce que j'apprends ici. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, commence à penser business en fait, tout simplement.